Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre cerveau et votre corps quand vous effectuez la technique du soupir physiologique. Je vous préviens, ici on va pas parler de chakra, de vibration ou de pleine conscience version yoga du dimanche. On va se baser sur des études randomisées concernant la neurophysiologie et des circuits neuronaux. Vous avez déjà entendu parler de respirer un grand coup. Tout le monde vous l'a dit, sauf que c'est faux. Ou du moins, c'est la moitié de la recette. La science, notamment Stanford, UCLA, la revue Nature ou Science, Cell, a identifié quelque chose de très précis. Un réflexe, un circuit neuronal, programmé dans votre tronc cérébral depuis des millions d'années. Et dans les prochaines 20 minutes, je vais vous montrer exactement comment ce circuit fonctionne, pourquoi la méditation classique est moins efficace que cette technique dans un format court, et comment l'utiliser concrètement avant votre prochain appel de ventre, votre prochaine prise de décision ou simplement pour dormir. Mon angle ici est différent. Je suis étudiant en santé, entrepreneur et j'en avais assez de voir des contenus sur la méditation qui mélangeaient du vrai et du flou. Alors j'ai décidé d'aller lire les papiers scientifiques et de vous les traduire. Avant même d'aller dans les détails, voilà ce que vous allez faire ce soir. Enfin, je vous oblige à rien, mais faites-le si vous voulez. Un soupir physiologique, 3 étapes. Première étape, inspirez par le nez normalement. Deuxième étape, prenez une petite seconde goulée d'air juste pour finir de remplir vos poumons. Troisième étape, expirez lentement par la bouche jusqu'au bout, jusqu'au vide. Vous venez d'activer un circuit neuronal que des chercheurs de Stanford et UCLA ont mis 10 ans à cartographier. Et dans les 10 minutes qui suivent, vous allez comprendre pourquoi ça marche. Mécanisme par mécanisme. Il faut qu'on parle d'un endroit dans votre cerveau dont personne ne vous parle, le tronc cérébral. Ce n'est pas le cortex préfrontal, cette zone noble que vous entraînez quand vous réfléchissez ou planifiez, non. Le tronc cérébral, c'est la vieille salle des machines. C'est là que votre cerveau gère tout ce que vous pensez pas consciemment, donc votre respiration, votre rythme cardiaque, votre niveau d'éveil. Et c'est là que quelque chose de très précis se passe quand vous soupirez. En 2016, une équipe de UCLA et Stanford, dirigée par Jack Feldman et Mark Krasnow, ont publié dans Nature une découverte qui a changé la façon dont on comprend la respiration. Ils ont identifié 2 minuscules populations de neurones, une poignée de cellules, dans une région du tronc cérébral appelée RTN-PFRG. Ces neurones expriment 2 neuropeptides et ils projettent leurs signaux vers le Probensinger. C'est un complexe, ou aussi appelé le générateur du rythme respiratoire. Là, environ 200 neurones récepteurs reçoivent ce signal. Et quand ce signal arrive, vous soupirez. Ce que Feldman et ses collègues ont montré est brutal de clarté. Le soupir n'est pas une expression émotionnelle. Ce n'est pas se lâcher. Ce n'est pas laisser aller. C'est un programme biologique. Un réflexe codé dans votre système nerveux central. Preuve, dans leurs expériences sur les souris, bloquer une des 2 voies neuropeptidergiques réduisait fortement le nombre de soupirs. Bloquer les 2 les supprimait presque complètement. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une interprétation. C'est de la biologie moléculaire. Et en 2017, toujours à Stanford, une étude publiée dans Science est allée encore plus loin. Un sous-groupe de neurones de Probensinger projette vers le locus coeruleus, le grand système d'éveil et d'anxiété du cerveau. Autrement dit, votre respiration ne gère pas juste des gaz dans vos poumons. Elle communique directement avec les circuits qui décident si vous êtes en mode alerte ou en mode calme. Voilà pourquoi cette technique fonctionne sur des personnes cartésiennes. Il n'y a rien à croire. Il y a un mécanisme à activer. Maintenant, allons dans vos poumons, si vous le voulez bien. Vos poumons ne sont pas un sac uniforme d'air. Ils sont composés de millions d'alvéoles, de minuscules poches, comme des micro-ballons où l'oxygène passe dans votre sang et où le CO2 en sort. Le problème ? Ces alvéoles ne se comportent pas toutes pareilles. Pendant une journée normale de travail assis, de réunions dos courbé, de respiration superficielle, certaines unités perdent de leur volume. Pas complètement, vous n'êtes pas en train d'étouffer. Mais elles se dérecrutent. Elles sous-ventilent. Elles deviennent moins efficaces. Et votre cerveau le sait. C'est précisément pour ça qu'un humain soupire spontanément toutes les 5 minutes en moyenne, 12 fois par heure. Ce réflexe existe pour maintenir la fonction pulmonaire.
pour recruter à nouveau les alvéoles qui fléchissent. Maintenant, voilà pourquoi la double inspiration est capitale. Quand vous faites une première inspiration normale, vous ventilez les zones pulmonaires les plus ouvertes. Mais la deuxième petite goulée, celle qui caractérise le soupir physiologique, elle complète l'expansion. Elle augmente la pression transpulmonaire localement dans les régions sous-ventilées. Et elle recrute à nouveau les alvéoles qui avaient commencé à fléchir. Feldman le dit clairement, le soupir amène environ 2 fois le volume d'un souffle normal. Et c'est ce volume supplémentaire qui fait sauter à nouveau les alvéoles qui se ferment. Il y a une notion que les physiologistes appellent l'espace mort. L'espace mort, c'est la portion de l'air que vous inspirez qui n'atteint jamais les alvéoles, qui reste dans votre trachée, vos bronches, vos voies aériennes supérieures. Cet air ne fait aucun échange gazeux, il est gaspillé. Pensez à une autoroute. Les voies principales sont fluides, mais certaines bretelles de sortie sont bouchées. Une respiration superficielle laisse une part relative d'espace mort élevée. Un soupir physiologique, plus ample, plus complet, suivi d'une expiration longue, améliore le renouvellement alvéolaire et réduit cette proportion d'air gaspillé. Le résultat, des échanges gazeux plus efficaces et un signal physiologique plus propre envoyé à votre système nerveux. Maintenant, passons au cœur, et à une chose que la plupart des gens qui vous parlent de respiration ne comprennent pas vraiment. Il y a dans votre corps un phénomène appelé l'arythmie sinusale respiratoire. C'est le fait que votre rythme cardiaque n'est pas fixe. À l'inspiration, il accélère légèrement. À l'expiration, il ralentit. En boucle, automatiquement. Pourquoi ? Parce que votre respiration module en temps réel la commande vagale de votre cœur. Voilà le circuit complet. Quand vos poumons se gonflent, des récepteurs d'étirement pulmonaire s'activent. Ils envoient un signal par les fibres afférentes du nerf vague jusqu'au tronc cérébral, notamment vers le NTS, le noyau du tractus solitaire. De là, le signal redescend par les fibres efférentes vagales vers le nœud sino-auriculaire, qui est le pacemaker naturel de votre cœur. Pendant l'aspiration, le centre cardiovasculaire inhibe davantage la sortie vagale. Résultat, le frein se desserre, le cœur accélère. Pendant l'expiration, cette inhibition se relâche. La sortie vagale revient, résultat, le frein se resserre, le cœur ralentit. La preuve la plus solide de ce mécanisme vient d'une étude de 1995. Des patients avec les poumons dénervés, donc sans ce feedback vagal pulmonaire, ne montraient plus que 53% de l'arythmie sinusale respiratoire normale. Et surtout, ils ne répondaient plus aux variations de volume courant ou de fréquence respiratoire. Le feedback vagal des poumons est obligatoire pour produire ce phénomène chez l'humain éveillé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement ? Ça veut dire que chaque expiration longue rallume le frein vagal sur le pacemaker de votre cœur. Ce n'est pas une métaphore, c'est de l'électrophysiologie. Et voilà ce qui se passe quand vous faites un soupir physiologique complet avec une longue expiration. Vos poumons se dégonflent, le feedback vagal s'amplifie, le nœud sino-auriculaire reçoit un signal parasympathique fort, votre rythme cardiaque descend. Une précision importante, parce que je préfère être rigoureux avec vous. Ce n'est pas un interrupteur on-off. Les études physiologiques sur le soupir décrivent une réponse biphasique. D'abord, une courte accélération cardiaque pendant les 3 premières secondes à l'inspiration. Puis, une descente sur l'expiration et la récupération qui dure environ 50 secondes. C'est bien plus élégant et bien plus exact qu'un simplisme du type « un soupir égale chute immédiate du cœur ». En 2023, une étude est sortie dans Cell Reports Medicine. 111 volontaires sains répartis en 4 groupes. Tous pratiquent 5 minutes par jour pendant 30 jours. Groupe 1, cyclic sighing, le soupir physiologique répété. Groupe 2, box breathing, inspiration, rétention, expiration, rétention. Groupe 3, hyperventilation cyclique avec rétention. Groupe 4, méditation mindfulness, donc c'est-à-dire en pleine conscience, observation passive du souffle. Résultat, le soupir physiologique était le groupe qui améliorait le plus l'humeur positive au quotidien. Stanford formule ça prudemment comme environ 1/3 d'amélioration en plus. Mais voilà ce que l'étude ne dit pas et que je dois vous dire. Ce n'est pas la méditation ne marche pas. C'est, dans un format très court, la respiration structurée, surtout le soupir physiologique,
a mieux performé que la mindfulness centrée sur l'observation du souffle. Ce n'est pas la même chose. L'étude comparait des pratiques de 5 minutes, pas 1 heure de méditation avancée. D'ailleurs, la méditation a prouvé ses effets bénéfiques. Si vous voulez un outil simple où vous pouvez avoir des méditations, j'ai créé Meditool, une plateforme où vous pouvez retrouver différentes méditations qui sont en accord avec les principes scientifiques. Regardez en description, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. On revient à la vidéo. Et l'avantage compétitif du soupir apparaissait surtout sur le versant positif de l'humeur et du calme corporel, pas sur la suppression de l'anxiété à proprement parler. Un signal physiologique très net dans cet essai, le groupe soupir a abaissé sa fréquence respiratoire de repos plus que tous les autres groupes. Aucun changement de fréquence cardiaque observé dans aucun des groupes. Ce qui confirme, l'effet principal du soupir physiologique se joue sur la régulation neurovégétative, pas sur le chiffre cardiaque brut. Pour cette technique, concrètement, pas de rituel, pas d'ambiance, pas de cloche tibétaine, juste une action précise, un mécanisme documenté et un résultat mesurable. 5 minutes suffisent pour obtenir un effet étayé par un essai randomisé. Et 1 ou 2 soupirs suffisent pour sentir un effet subjectif immédiat. 2 situations, 2 protocoles. Tout d'abord, le protocole d'urgence. Un reset de 60 secondes. Avant un appel important ou après un pic de stress, ou encore dans votre voiture avant une réunion. 1. Inspirez par le nez normalement. 2. Seconde petite respiration pour remplir vos poumons. 3. Expirez lentement par la bouche jusqu'au vide complet. Répétez 2 fois, c'est tout. Le deuxième protocole est celui de Stanford. Il dure 5 minutes. Ici, ce sera plutôt le matin avant de démarrer ou le soir avant de dormir. Le même soupir, répété en rythme pendant 5 minutes. Inspiration normale, deuxième petite goulée, expiration longue. Et d'après l'essai randomisé de Stanford, 30 jours de cette pratique suffisent pour observer des changements mesurables dans votre humeur et votre fréquence respiratoire de repos. Concrètement, voilà où ça s'insère dans votre quotidien. Avant de décrocher un appel difficile, dans votre voiture à l'arrêt, avant d'entrer dans un bureau, après une réunion qui vous a mis sous pression, le soir pour couper le mode travail. Ce n'est pas de la méditation au sens pop culture du terme, c'est de la régulation neurovégétative volontaire. C'est un réflexe biologique que votre corps exécute spontanément toutes les 5 minutes depuis votre naissance. Ce que la neuroscience a fait, c'est rendre ce réflexe utilisable à la demande. Feldman et Krasnow ont cartographié le circuit. Stanford l'a testé sur des humains et maintenant, vous savez exactement comment l'activer. Une dernière chose, parce que je préfère que vous gardiez un regard critique. La recherche reste prometteuse mais incomplète. Pas encore de grands essais sur des populations anxieuses diagnostiquées. Pas encore d'imagerie cérébrale en temps réel du mécanisme complet. Pas encore de comparaison exhaustive avec toutes les techniques de régulation courte. Stanford voulait d'ailleurs poursuivre avec de l'IRM fonctionnel. Ce que vous avez devant vous aujourd'hui est une base solide. Pas une vérité absolue, une base solide. Mais c'est déjà bien plus que respirer un grand coup.